va revenir à un format un peu plus classique avec Loïc pour vous présenter les outils de communication du projet et de sensibilisation. Pour revenir, alors il y a eu beaucoup de questions sur justement comment on avait géré la communication sur le projet, les questions de perception du public. Voilà, alors en fait, sur la stratégie de communication, donc ça a été réfléchi en début de projet. Alors moi je suis arrivée cette année sur le projet, mais voilà, j'ai un certain nombre d'éléments que je pourrais vous communiquer. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on verra comment on y répond avec Sandrine notamment et Loïc. Et l'ensemble des partenaires qui ont participé évidemment aux ateliers de communication, à tous les outils de communication, puisqu'ils se sont faits de manière collective, de manière concertée. Et donc voilà, on a bien pris en compte sur le projet qu'il y avait énormément de pression d'origine anthropique et une méconnaissance donc des usagers sur leurs impacts, de leurs pratiques, et sur le fait que les usagers voyaient le site comme finalement le prolongement de la ville et non pas comme un espace naturel où les pratiques devaient être différentes. Donc le but, c'était évidemment de faire évoluer la perception du public et inciter à l'engagement. Et quand on parle de communication engageante, c'est en effet la communication positive, essayer d'amener... parler de manière positive sans forcément amener tout un tas d'interdictions qui sont d'ailleurs déjà un peu présentes souvent dans des espaces naturels réglementés. Mais en fait, la théorie de l'engagement, c'est aussi faire changer les comportements pour qu'ensuite les personnes changent leur mentalité. Et ça a été effectivement expliqué par un théoricien, un sociologue qui expliquait, Kissler, que c'est en changeant nos comportements que nos perceptions changeaient, parce qu'on ne voulait... Ça s'appelle la dissonance cognitive, tout simplement. C'est qu'on adapte en fait nos raisonnements et nos modes de pensée à nos comportements. Donc c'est aussi ça qu'on a essayé de faire sur le projet. Voilà, donc nos cibles, vous le savez, on l'a dit tout au long des présentations, c'est le grand public, mais aussi tous les décideurs, les gestionnaires, les scientifiques, au niveau local, national, international. Donc pour commencer, voilà, donc je vous parlais des messages tout à l'heure. Voilà, donc il y a eu toute une réflexion avec un prestataire sur quel message on allait passer. Des messages donc positifs, impliquants, et éviter tout style autoritaire. Avec un leitmotiv que vous avez dû voir à la fois sur l'application smartphone, sur nos roll-up, c'est le Calanque Life en fait, et essayer d'avoir quelque chose qui implique, qui soit aussi un peu dans l'émotionnel. Avec 5 valeurs, 5 comportements qu'on souhaitait obtenir de la part de nos cibles que vous voyez sur cette rosace. Donc effectivement, c'est informer, connaître notre nature. Il faut que je me tourne là parce que j'y vois pas trop sur l'écran. Connaître notre nature, respecter nos paysages, agir sur les plantes envahissantes, partager, transmettre, s'engager et préserver notre patrimoine naturel. Donc tout d'abord, il a fallu créer l'identité visuelle du projet, donc évidemment avec une charte graphique menée toujours avec notre prestataire, et avoir un certain nombre d'images, que ce soit par photo ou par iconographie. D'ailleurs, vous avez pu rencontrer peut-être notre photographe du projet hier lors de la journée de la sortie terrain. Un photographe qui est habitué justement à prendre des photographies sur des espaces qui travaillent avec les parcs naturels. Et c'est vrai que l'iconographie aussi, c'est très intéressant parce qu'on obtient des outils qu'on ne peut pas forcément avoir par la photo. Des outils pédagogiques, hein, ça a été, vous l'avez vu sur les stands tout à l'heure du Naturoscope. Alors je vais vous présenter les outils de communication qui ont été réalisés. Alors forcément, il y a des outils qui sont plus pour informer et diffuser les connaissances, des incontournables qu'on retrouve dans tous les projets LIFE. Ce sont des brochures, des plaquettes. Alors on les a fait en français et en anglais, puisque évidemment on a des touristes étrangers sur le parc. Après, il y a eu une réflexion sur tout ce qui était plaquettes pour justement toujours axer sur les bonnes pratiques
Et par exemple, vous avez en bas à gauche, vous l'avez aussi dans l'espace documentation à l'accueil, notre brochure qui a été réalisée plutôt au début de projet, qui avait une page détachable où on avait les bonnes pratiques réunies sur cette page. Ensuite, il a été fait une plaquette qui était plus terrain, en éventail, avec des questions-réponses. Voilà, l'intitulé c'était « Combien en sauverez-vous ?» en parlant des plantes évidemment protégées, locales, avec une technique de coup de pouce à la fin, de nudge, pour essayer de faire en sorte que les personnes s'engagent en cochant des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, bon, on les connaît tous, c'est rester sur les sentiers balisés, c'est cueillir avec les yeux. Donc là, évidemment, on le formule toujours de manière positive. Voilà. Brochure, alors j'ai parlé des plaquettes grand public, on a réalisé également des brochures institutionnelles plus détaillées et qui expliquent plus la mise en œuvre des opérations. Voilà, sur la partie grand public, vous l'avez vu aussi, il y a eu le poster botanique qui a beaucoup marché sur les stands. Et tous les goodies qu'on a effectués, les goodies en fait ils ont une importance parce qu'ils créent du lien avec les gens, ils permettent de véhiculer l'identité du projet, donc qui est tout de suite reconnaissable, et de créer du lien, un souvenir, voilà, une émotion aussi. Donc cette part-là était importante également. Donc c'est les autocollants, les gobelets, les sachets de graines, les t-shirts, voilà, toutes ces choses-là. Au niveau outils de communication, donc le projet quand il s'est lancé, il y a eu un communiqué de presse qui a eu des retombées dans la presse locale, régionale. Donc j'ai fait une petite sélection d'articles, mais il y en a d'autres. Et aussi dans la presse audiovisuelle, avec un certain nombre de reportages sur le journal de TF1, les chroniques méditerranéennes animées par Nathalie Simon, et aussi sur Le Front, par exemple, d'Hugo Clément sur les plantes en voie de disparition. Alors on a évidemment aussi, dans les incontournables, un site internet, Habitat Calanque, et un réseau social, Facebook. Et là, alors j'ai des chiffres actualisés, on a à peu près plus de 40 000 personnes sur la période novembre 2021-novembre 2022 qui sont allées visiter le site. Et on voit qu'en général, ils consultent une dizaine de pages, qui est très bien en fait, sur le site, où on diffuse la connaissance du projet. On a également un petit quiz, on a voulu le faire assez ludique aussi. Et la page Facebook, ouais, quelque chose d'intéressant avec la page Facebook, c'est pour relayer des événements, les chantiers d'arrachage ont été relayés par la page Facebook aussi. Et on a pu aussi pendant le Covid, ou une période où en fait on voyait moins le grand public, faire un webinaire sur les espèces végétales exotiques envahissantes. Alors, dans ce qui est assez, pas forcément courant, mais qui est fait parfois sur les projets LIFE, ce sont les films d'un format plutôt court, de 15 minutes, 10-15 minutes. Alors, il est en cours de réalisation avec l'association Le Gobi, qui a l'habitude de travailler sur des projets, en fait, sur des sujets liés à l'environnement, l'animalier, la science. Et en fait, c'est une association qui est sur Marseille, pardon. Et donc ce film-là devrait être finalisé d'ici évidemment la fin de l'année. Et comporte, en fait c'est un film qui comporte à la fois des interviews et de tous les acteurs du projet, d'un certain nombre d'acteurs du projet, et des voix off qui expliquent de manière popularisée, non pas vulgarisée, je ne sais pas où est Julien, le projet. J'en arrive à la partie outils de sensibilisation, avec un focus sur les actions, en particulier du Naturoscope. Loïc, si tu veux venir à côté de moi. Ok, attends, il manque un truc, c'est bon. Okay, donc on va faire un focus sur 4 types d'actions, donc les actions, les supports pédagogiques en direction des enfants, mais je vois rien du coup, les jardins pilotes, les chantiers éco-citoyens et les événements. Donc sur les actions en direction des enfants, on vous a amené des exemples de ce qu'on utilise, pour les animer.
Donc, alors les objectifs, ils étaient assez classiques, hein, donc c'était de sensibiliser les enfants et le grand public à la fois à la richesse, mais aussi à la fragilité de ces habitats, de les inciter à adopter des comportements respectueux de ces habitats, mais aussi de les informer sur tout ce qu'on a fait de beau sur ce projet-là, parce que l'idée, les actions de sensibilisation, c'est quand même une petite part sur toutes les actions, et c'était important de comprendre l'investissement qu'il y avait eu de la part des gestionnaires et des scientifiques pour protéger cette biodiversité méconnue. Et bien sûr, il y avait un autre objectif, alors plus général, qui était d'impliquer les riverains et le grand public dans ces actions-là, et on va voir qu'est-ce qu'on a mis en place pour atteindre cet objectif-là. On avait un public assez large, puisqu'il y avait des actions qui étaient en direction des riverains, plus spécifiquement, d'autres qui étaient en direction du grand public, qu'ils soient marseillais, métropolitains ou extérieurs au territoire, et ensuite des actions en direction des écoles primaires, des collèges et des lycées. Voilà. Donc les outils pédagogiques réalisés, par quoi commencer? Donc déjà, il faut savoir qu'on ne s'est pas lancé à corps perdu dans la démarche sans d'abord solliciter l'avis et les idées de tous nos partenaires. Donc nous, on a commencé par organiser des petites réunions en intelligence collective, où là, on s'est mis tous les partenaires autour de la table. Il y avait aussi des personnes ressources de la ville de Marseille, notamment des services environnement, merci Cécile, et où on s'est mis à réfléchir à ce qu'on voulait comme petit outil, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on voulait éviter. On a repris aussi des éléments du brief créa plus général qui vous a été présenté tout à l'heure sur ce qu'a pu dire aussi Julien, pas de ton accusateur, une communication positive engageante, et surtout un terme qui est revenu plusieurs fois et qui a imposé un petit peu le format de mon avis, ça a été les interdépendances. On en a beaucoup parlé. C'est vrai, on est tous interdépendants dans la réalisation de ce projet. Et on a essayé de le faire aussi dans la conception. Et du coup, on a voulu faire en sorte qu'il y ait des animaux. Qu'il y ait des animaux parce que, évidemment, les plantes sans les animaux, c'était un peu difficile. Ensuite, la réalité de terrain a fait qu'on avait un budget qui était limité, notamment pour la prestation iconographie, et ce qui fait qu'on n'a pas pu mettre en avant toutes les interrelations qu'on aurait aimé avoir, et puis d'autant qu'on était ensuite dans un projet qui était plus axé sur la végétation et la flore. Donc du coup, on est opté sur plusieurs types de jeux. Le jeu de plateau, enfin la fresque des habitats littoraux, qui permet d'avoir un visuel qui soit attractif, qui permette d'intervenir en classe et qui permette, sous forme de jeu, de pouvoir activer et dynamiser et amener à une connaissance de ces habitats qui, de prime abord, peuvent paraître un peu austères. C'est vrai qu'on l'a souvent dit, mais ce n'est pas des pandas, quoi. Voilà, on a ces petites herbes sèches et je l'ai dit en initiation, quand on arrive au bord de mer, voilà, on a le public qui va lever les yeux et voir le paysage des Calanques, voir le large, voir l'horizon, voir les îles, et puis on regarde peu ce qui se passe sous ses pieds. Et donc nous, il fallait qu'on ait un support qui rende compte de cette perspective de vue sur la mer, mais aussi de ce qui se passe sur Terre avec ses habitats littoraux. Donc l'idée, c'était qu'on puisse identifier les principaux habitats cibles du projet, qu'on puisse identifier des espèces structurantes de ces habitats, et puis réfléchir sur les interrelations donc, entre quelques espèces animales, et surtout les usagers sur ce site, tout en expliquant aussi ce qu'on faisait, nous, comme action sur ce site. Donc ça faisait quand même beaucoup d'objectifs pour créer un outil. Voilà, on est arrivé à cette réalisation, et pour en favoriser l'appropriation par les enseignants, on l'a fait en parallèle avec la création d'une exposition qui est à l'entrée. Mais elle n'est pas là. Ah si, elle est là. Ah non, c'est celle d'après. C'est celle d'après. Mais du coup, je vais y revenir parce qu'en fait, on a fait un mode d'emploi. Vous avez dû le voir, c'est un mode d'emploi qui a une partie mode d'emploi qui va expliquer aux personnes qui ont bénéficié de cet outil, sachant qu'il a été édité à 20 exemplaires, à la fois l'exposition et à la fois le livret enseignant, le livret ressources. La fresque, non, n'a été éditée qu'un seul exemplaire, mais par contre, elle est accessible gratuitement en téléchargement, évidemment. Et donc, on a créé cet outil qui donne des pistes pédagogiques sur les manières d'utiliser cet outil, sachant que quand même, on essaie d'avoir des outils
qui puisse être pris en main par des éducateurs ou des enseignants et qui puisse en adapter le mode d'animation, le mode de déroulement. Il n'y a pas qu'une manière de l'utiliser. Donc c'est un premier support. Il y avait un autre objectif, c'est que ce soit valable aussi bien sur du stand grand public qu'avec des enfants de différents âges. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait des fiches ressources qui permettaient aux personnes qui souhaitaient se saisir de cet outil de pouvoir avoir un minimum d'informations pour pouvoir intervenir auprès de leur public spécifique. Donc voilà, ça c'était le mode d'emploi avec ces fiches ressources. Et on a fait aussi un petit livret pédagogique, le point des minots, qui lui visait surtout à avoir un support qui permette de faire de l'alternance lors de nos présentations en classe. Parce que je ne l'ai pas dit, mais cet outil s'utilise en stand ou en classe, mais en réalité, tout le monde le sait, rien ne vaut une balade dans la nature pour faire de la pédagogie. Et donc évidemment, nous on travaille avec des publics qui sont en majorité urbains, et donc du coup c'est un enjeu qui est capital dans notre ville, à savoir qu'il y a une inégalité d'accès à la nature, et donc on a des publics riverains des espaces naturels qui ont l'occasion d'y aller régulièrement avec la famille ou autre, et d'autres qui sont éloignés de cet accès au milieu naturel. Et donc évidemment, il y avait cette proposition pédagogique de sortir les classes, et donc on proposait des cycles qui étaient assez simples. C'était une sortie sur le terrain et une demi-journée en classe. C'est vrai que ça ne permettait pas d'aller au-delà, d'impliquer, de partir sur du projet, mais par contre, ça permettait de faire plus de classes et de toucher plus de classes. Et donc du coup, au début, on était parti sur travailler principalement avec les écoles riveraines, parce que c'était ce qu'on avait marqué sur la proposition initiale. Et puis très vite, on s'est dit que c'était vraiment dommage, parce que bon, les riverains, quand même, ils y vont souvent dans les calanques. Et donc, on a élargi très vite à tout Marseille, ce qui nous a permis d'accueillir des classes qui étaient plus éloignées, de ces habitats-là. Et donc, on était très contents parce que, voilà, on a touché, je ne sais plus combien, entre 30 et 40 classes, j'ai plus le chiffre, ça fait des milliers d'enfants. Et on espère continuer, évidemment, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une... Dans les calanques, on utilise des outils qui sont un peu similaires sur le milieu terrestre hors littoral. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une connaissance, parce qu'il y a des plantes ou des animaux qui sont assez générales au sud de la France, j'ai envie de dire, alors que les habitats littoraux, il y a vraiment une méconnaissance, parce que c'est très spécifique quand même, il faut le dire. Ensuite, oui, donc du coup, pour accompagner ces sorties pédagogiques, on a créé un livret de découverte, d'autant que le livret qu'on a conçu était plutôt pour un public de cycle 3, voire 6e, 5e, et donc on a créé un outil aussi pour pouvoir intervenir auprès des lycéens. Et notamment, on intervient beaucoup avec le lycée des Calanques, qui a des sections gestion des milieux naturels et de la faune ou BTS GPN. Et donc, ce sont des publics qui sont particulièrement sensibles à la fois à ce qui se fait sur le territoire en termes de gestion et d'études, mais aussi à ce qui se fait sur ce territoire en termes de pédagogie. Donc, ils sont toujours ravis qu'on puisse intervenir auprès d'eux. On a aussi créé et utilisé le quiz PowerVote, que certains ont pu utiliser tout à l'heure. Le quiz PowerVote, pour ceux qui n'ont pas assisté à l'atelier, celui-là, c'était un outil qui était plus destiné à dynamiser les réunions publiques. On n'en a pas parlé, je ne sais plus si c'est dans la suite. C'est dans la suite, on va en reparler. Donc c'était un outil qui était plus spécifique, qui était pour vraiment dynamiser des interventions auprès du public, pour présenter le projet, mais aussi pour rendre les usagers acteurs de leur construction de connaissances aussi. Et ça permet aussi de détendre un peu l'atmosphère. On est dans le jeu, on n'est plus sur une démarche frontale avec un sachant et des apprenants. On joue sur des connaissances de leur environnement proche. Voilà, l'exposition, on en a parlé, elle a été... alors on en a fait 20 exemplaires à ce jour, il y en a encore quelques-unes qui n'ont pas été déployées. À l'origine, elles étaient essentiellement destinées à des écoles, mais on a élargi à d'autres types de structures éducatives. Et donc, notamment... enfin voilà, il y en a d'autres qui vont être déployées sur des structures, notamment au Frioul, où on n'avait pas pensé... le centre Léo Lagrange, non, c'était pas le centre Léo Lagrange d'ailleurs, on n'a pas fait le centre Léo Lagrange, c'est le centre, pardon, j'ai oublié le nom. Aidez-moi.
L'ANAP 13, merci, qui effectivement intervient au cœur des habitats littoraux et qui était ravi de pouvoir utiliser ces outils. Daniel, un grand merci à Daniel, elle est là. Voilà, puisqu'on a la chance d'avoir en interne notre graphiste qui a travaillé sur la conception de tous ces outils et des roll-up et des posters et qui a fait un super travail et sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Voilà. Ah ben les interventions en col, j'ai tout dévoyé, je vous ai tout raconté. Voilà. Sachant que, évidemment, l'exposition qui a été installée, elle a permis de toucher également des élèves qui n'ont pas participé au programme. Et donc, ça fait aussi une information passive, plus passive, on va dire, sur les habitats littoraux, d'élèves qui vont passer dans leur école et voir cette expo qui a été conçue en quatre niveaux de lecture. Le visuel, on a l'image, on a un texte court, et interrogateur, on a une petite phrase pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, et un petit texte un peu plus important pour les cycles 3 ou les collégiens. Et bien sûr, ces outils, on les a utilisés dans le cadre des projets qu'on a pu faire dans le cadre du projet LIFE, mais évidemment, ce sont des outils que nous utilisons aussi avec des publics qu'on mobilise par ailleurs. Et donc, ils vivent au-delà des temps affectés au projet LIFE, puisque là, on est sur la compta analytique, bon, c'est purement pratique, mais tous les chiffres qu'on annonce, on les dépasse, puisqu'on les utilise par ailleurs, et ils vont continuer à vivre, puisque maintenant qu'ils existent, ils vont être déployés encore pendant des années. Les chantiers citoyens. On a du temps, là? Ouais. Alors, là, on est sur un projet... ça va être long. Non, je vais essayer de faire court, mais... Comment? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc, sur certains territoires, qu'on dit des territoires à plat, évidemment, ce n'est pas des choses qu'on a pu faire sur des territoires en falaise. On s'est dit qu'un des meilleurs moyens pour impliquer les riverains, pour faire connaître nos actions et pour avoir une communication positive et engageante, je me répète, c'était d'inviter les gens à participer avec nous à des chantiers d'arrachage et de plantation. On va y revenir sur les plantations. Du coup, ça a été des super actions pour plusieurs points. Déjà, c'est ce que je disais pendant la sortie, ce sont des actions qui, pour nous, ont permis de créer une culture LIFE. C'est-à-dire que tous les acteurs, tous les bénéficiaires du projet, qu'il s'agisse de tous les bénéficiaires, le département, la RBE, la ville de Marseille, etc., vous les connaissez tous, se sont impliqués dans la création de ces chantiers. Tout le monde était content de faire connaître ce qui se passait. Et donc, de la visite préparatoire du chantier jusqu'au rangement à la fin, il y avait des représentants de chacune des structures. Du coup, ça nous a permis d'apprendre comment on fonctionnait. Ça nous a permis de mutualiser nos compétences, mais aussi nos moyens techniques, puisque à qui amener les pioches, à qui amener les brancards, il n'y en avait pas, il a fallu fabriquer les brancards, merci Julien. Il fallait récupérer pour ça une bâche, merci Catherine. Donc voilà, tout le monde a mis la main à la pâte pour faire que ces événements fonctionnent et soient des événements festifs finalement, puisqu'il y avait vraiment une super ambiance. Pour ça, il a fallu aussi créer des outils d'accueil, donc tout simplement du simple pot à boire avec les verres Life jusqu'à un guide, je ne sais plus, je l'avais tout à l'heure, un guide fait par Julien sur un guide de chantier bénévole qui donnait aux bénévoles un minimum d'informations sur la fragilité des habitats et la spécificité des espèces protégées. Et donc il y avait un brief où chacun présentait un peu sa partie, on se répartissait. Il y avait aussi une totale participation de tous sur la répartition des groupes, parce que quand même, il y avait quand même des aspects sécuritaires. Hein. Pour ceux qui sont allés au Morose, on a amené les bénévoles sur des sites dangereux. Donc voilà, on n'a pas pu mettre les bénévoles sur toutes les missions, parce que certaines étaient quand même un peu trop dangereuses. Autre chose très importante, c'est que la mobilisation citoyenne dont on s'est occupé, Daniel peut en témoigner, c'est qu'on a eu une communication pour mobiliser les bénévoles qui est passée à la fois dans un premier temps au début on s'est dit on va privilégier les riverains. Donc on est passé plutôt pour la CIQ, les CIQ, un peu d'affichage local.
Et ça a marché, on a eu du monde, mais pas nécessairement, on aurait aimé avoir plus de riverains. On en a eu, mais il y avait aussi des gens qui venaient d'ailleurs. Et puis on s'est aperçu que malgré tout, cette communication qu'on faisait, qu'il commençait à y avoir du répondant. Et qu'on voyait qu'il y avait vraiment une demande du public sur la participation à des missions d'utilité sociale. Et donc du coup, avec le parc, je sais pas, le parc s'est mis à communiquer beaucoup sur le site internet, je pense sur l'appli. Il faut que je speed. D'accord. Sur l'appli, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des centaines alors qu'on avait besoin de 20 personnes par jour, on avait des centaines de personnes qui voulaient participer. Bon, ben évidemment, ça a pris beaucoup de temps en gestion de tout ça, mais bon, ça nous a permis d'avoir du monde, et surtout, ça nous a permis de communiquer au-delà de ce qu'on espérait. Et là, vraiment, pour tous ceux qui veulent porter des projets spécifiques, le chantier citoyen, c'est complet. C'est une mission d'animation, mais c'est aussi une mission efficace, mais c'est surtout et aussi une mission de communication. C'est bon. Parce qu'au-delà des 84 participants, il y a eu bien plus de personnes qui sont touchées, puisqu'on nous appelle encore pour nous dire, vous faites des chantiers d'arrachage? Et les écoles sont très... etc. Pour accompagner tout ça, évidemment, afin de favoriser l'acceptation des chantiers par les riverains, on les a accompagnés de réunions publiques. Ces réunions publiques, qui utilisaient encore une fois les compétences de différents partenaires, visaient à la fois à expliquer ce qu'on allait faire et à recueillir le ressenti et les éventuelles réticences des riverains sur le lien qu'ils pouvaient avoir avec les agafes de leurs ancêtres. Donc du coup, ça a pu être très intéressant parce qu'autant vous dire qu'à la fois sur ces réunions d'information que sur les chantiers, on a pu faire changer de position un certain nombre de personnes. Pas tout le monde, malheureusement, mais il y a un certain nombre de personnes avec qui on a travaillé, qui étaient des fervents défenseurs de l'agave et autres griffes de sorcières, et qui, suite à des présentations qu'on a pu leur faire, ont compris les enjeux. L'astragale que de Marseille, presque. Elle n'est pas qu'à Marseille, mais c'est pas loin. Et donc, du coup, c'est vrai que ça permettait d'apporter une certaine fierté sur des choses dont ils n'étaient pas forcément conscients. Et du coup, c'est qui? Ouais. Non, tu fais bien. Tu fais bien. Et voilà. Et donc, ces réunions publiques, malheureusement, juste quand même pour information, ces chantiers comme ces réunions publiques ont connu un triste coup d'arrêt avec la première période de confinement. Et on était parti sur une super dynamique et on a dû annuler tous les derniers chantiers. Et après, c'était trop tard, les actions étaient finies, il n'y avait plus de possibilité d'encadrer d'un point de vue logistique. Bon, il y a plein de choses à dire sur ces actions. Actions complètes, assez compliquées à mettre en œuvre parce que ça nécessite une temporalité à la fois dans la préparation du chantier en lien avec les gestionnaires et les capacités d'évacuation des rémanents et toute la préparation. Donc, à caler, ça c'est des trucs à caler au tout début, quoi. Et ensuite, un autre outil qu'on a mis en place qui était les jardins pilotes sans espèces végétales exotiques envahissantes. Alors ça, c'était un projet qui a été difficile à mettre en œuvre pour différentes raisons, mais on y est arrivé. En gros, l'idée, c'était de faire de l'exemplarité, de montrer par l'exemple, de montrer qu'il y avait des plantes locales qui pouvaient très bien aussi fonctionner en plantation littorale, et que voilà, l'agave et le Carpobrotus n'avaient pas le monopole de la beauté ou de la colonisation littorale, j'ai envie de dire. Et donc, on a conventionné, alors c'était pas une convention d'ailleurs, c'était la signature d'un acte d'engagement. Donc on a mobilisé un certain nombre de groupes, parfois c'était des propriétaires, parfois c'était des gestionnaires de fait de parcelles publiques, parfois c'était des copropriétaires, et on a fait des diagnostics pour vérifier que certaines parcelles pouvaient être éligibles à des jardins sur lesquels on allait arracher les espèces envahissantes et où on allait les remplacer par des plantes les plantes locales qui avaient été mises en culture par la ville de Marseille, mais aussi par un partenaire avec lequel on travaille encore, qui est Culture Permanente, qui a mis en culture des centaines, voire des milliers de plantes locales pour espérer produire à terme. Ils ont commencé, donc il y a un début de production de plantes locales au lycée des Calanques, en lien avec Culture Permanente, pour répondre à une demande des usagers sans offre. Oui, une demande sans offre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des plantes locales et qui n'en trouvent pas. Et donc l'idée, c'était de créer une filière.
Voilà, on en est loin, mais la production est lancée. Donc il faut savoir que de l'opération on a fait plus de diagnostics qu'on a pu faire de jardin, tout simplement parce que des diagnostics se sont révélés infructueux, en général parce qu'il y avait soit des problèmes de ravageurs comme les sangliers, soit parce qu'il y avait des problèmes de visibilité des chantiers, soit des problèmes d'entretien, parce que les gens devaient s'engager à arroser ces jardins, ce qui n'a pas toujours été fait malheureusement. Aujourd'hui, il nous reste quelques plantes et il nous reste un mois pour alimenter les quelques jardins où les personnes sont encore mobilisées et veulent encore des plantations. Donc on va encore faire ça, il nous reste un mois, c'est prévu. Et on a affiché une petite affichette qui renvoyait sur le guide de gestion, merci Daniel encore, un outil que vous avez dû voir. C'est pas le guide de gestion, j'ai une bêtise, c'est le guide des bonnes pratiques. Merci Julien, rédacteur, et tout le monde, encore un outil collectif qui permettait de populariser des connaissances sur les espèces végétales exotiques envahissantes. Voilà, et enfin pour finir, grand classique, la participation à des événements. Ça, c'était l'apanage, comme un peu tout, de tout le monde, vous l'aurez compris. Ça a été j'ai pas parlé des jardiniers. Ça a été de participer à tout un tas d'événements pour présenter notre projet, et surtout un lien particulier avec à la fois les jardineries dans lesquelles on a déployé la campagne Jardiner au naturel, ça coule de source avec les outils que vous avez pu voir derrière, mais surtout aussi soit des manifestations qui avaient lieu dans le parc national, soit des manifestations qui attiraient plus spécifiquement des jardiniers, notamment les fameux Journées des plantes des jardins d'Albertas, où nous sommes intervenus 3 jours pendant 3 ans, et qui permet de toucher un large public et sensibiliser à tout ça. Et voilà. Merci. 400 personnes, notamment cette année au jardin d'Albertas, donc ce qui est vraiment 400 personnes. Donc effectivement, tous ces événements, tous les partenaires y ont participé, et moi je voulais juste revenir sur le fait aussi qu'on a évidemment utilisé les outils habituels du Parc national des Calanques, donc l'application Mes Calanques. La Calanque mobile diffuse aussi tous les supports de communication du projet, et puis le dispositif d'éco-garde saisonnier du Parc national des Calanques. Des formations spécifiques sur le projet LIFE leur sont dispensées. Alors on a aussi développé des outils un peu plus innovants pour informer et impliquer, et notamment une campagne d'affichage que vous avez peut-être vue pour ceux qui sont locaux de Marseille, sur certaines lignes de bus qui desservent les Calanques. Donc il y avait 3 lignes qui avaient été sélectionnées, qui amènent le bus 19 notamment aux Calanques, que ce soit côté Montredon, Montrose ou Lumini, donc 2 accès. Et on voit que ça a marché parce que on mettait le site internet en valeur, et on a vu des pics de consultation du site internet grâce à cette campagne, grâce aussi au jardin d'Albertas dont on a parlé. Et là, on a essayé de jouer sur un message, une accroche qui plutôt classique dans les calanques restons sur les sentiers, et avec un message pédagogique qui jouait un peu sur l'émotionnel, sans vouloir être anxiogène, mais en montrant la réalité des choses, en passant de la couleur au noir et blanc. Voilà, ensemble, ne prenons pas le risque de les perdre. Donc ça, c'était assez innovant parce que ça n'avait jamais été fait ni porté par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement qui a coordonné d'autres projets LIFE. Donc c'était une première et plutôt une réussite. On a également réalisé des petits films d'animation que vous avez dû voir à la pause déjeuner tout à l'heure. Donc si, comme le disait Sandrine, c'est 6 animations à destination du grand public sur différents messages que vous avez listés ici, différentes thématiques, toujours les mêmes, l'astragale de Marseille, une plante rare et menacée du littoral rocheux, les bons gestes dans mon jardin, et 4 animations à destination d'un public institutionnel, plus sur la mise en œuvre technique des opérations. Donc ça a été fait avec l'association Toujours le Gobi, qui réalise également le film documentaire. Voilà, donc je pense que vous avez compris le concept pour les animations. Autre outil intéressant et que vous avez vu lors de l'atelier, c'était l'application
L'outil interactif, le jeu pour smartphone, c'est quelque chose qui avait été pensé au début du projet et qui a été mis en œuvre assez récemment. On a en fait eu une opportunité de faire un partenariat avec un campus sur les métiers du jeu vidéo, donc Gaming Campus. Et donc ce partenariat c'était vraiment en mode projet, intégré dans le cursus pédagogique des étudiants, avec un jeune campus, donc Gaming Campus, qui réunit trois écoles, Gaming Business, G-Tech et G-Art, puisque finalement un projet de jeu vidéo comme ça se fait avec des compétences différentes de chargés de projet, de développeurs et de graphistes artistes. Donc là, il y a vraiment une équipe importante. Là, il n'y a que 3 étudiants, mais il y a tout un tas d'étudiants qui ont travaillé sur ce jeu, qui est encore en cours de finalisation. Et donc, on s'est inspiré des jeux de type runner, de petits personnages qui courent sur un sentier, un sentier, avec des obstacles. Et là, on peut vraiment parler de serious game, comme disait Guillaume tout à l'heure. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé avec un studio, Gaming Studio, qui s'est vraiment monté tout récemment. C'était leur premier projet, une émanation de Gaming Campus. Et pour nous aussi, c'était un véritable apprentissage, parce qu'on ne connaissait rien aux jeux vidéo avant de commencer le projet. Donc c'est une expérience d'apprentissage réciproque. Donc ça, on le mettra en ligne sur les applications, sur les stores, et elle sera disponible très prochainement. Et elle pourra être utilisée aussi, j'en parlais, par le Parc national des Calanques, par exemple, pour valoriser le projet. Autre outil intéressant et que la ville de Marseille a développé et qu'on est en train de décliner sur le live et sur lequel on est encore en train de réfléchir, c'est le jeu de cartes. Vous avez pu y jouer tout à l'heure pour certains d'entre vous. Donc évidemment, ce jeu de cartes coopératif, il y a des règles, il y a un jeu, et il sera accompagné de consignes, de contexte, d'un mode d'emploi en fait, pour faire comprendre les actions d'arrachage de plantes exotiques envahissantes, de replantation, voilà, comme on vous disait. Donc on n'arrache pas partout dans tous les sites, on ne replante pas partout, voilà, ça sera évidemment expliqué, et c'est, vous l'avez vu, assez ludique et très facilement compréhensible. Et donc, j'ai oublié de dire que ça a été créé par la direction sensibilisation de la direction de la mer de la ville de Marseille. Voilà, utilisable aussi dans les stands des différents partenaires. Et aussi un outil pédagogique qui peut être utilisé pour les scolaires. Là, je passe plutôt au partage d'outils. Donc on en a parlé tout à l'heure, Loïc en a parlé, on a le mini-guide des EVE pour jardiniers, mais on a aussi le guide de gestion, et c'est une première diffusion aujourd'hui aussi lors du colloque. C'est vraiment la Bible du projet. Vous avez vu, il fait un certain nombre de pages, et dedans, en fait, on retrouve vraiment toutes les actions du projet, les résultats, et avec un focus particulier sur les retours d'expérience, les protocoles scientifiques, voilà, et les méthodologies employées. Et vraiment, ce côté retour d'expérience est très important. Il nous paraissait très important. En français et en anglais aussi, version papier, version numérique, pour le diffuser plus largement. Et enfin, on a un outil qui est en cours d'édition, qui est le guide Planton local Provence-Alpes-Côte d'Azur du littoral méditerranéen au massif alpin, qui est lui à destination, le guide de gestion était plutôt à destination des gestionnaires scientifiques. Ici on a, et même du grand public qui s'y intéresse évidemment, et ici on a plutôt un outil qui est à destination des collectivités, des aménageurs, pour promouvoir les plantes locales dans les projets d'aménagement et les opérations de végétalisation. On a une première partie qui parle plus des recommandations générales d'utilisation du guide, et une deuxième partie, comme vous le voyez ici, avec des palettes végétales, dont certaines, on a fait un gros travail aussi d'illustration par des photos. C'est un travail qui a été, je ne l'ai pas dit, mené avec une gouvernance élargie, parce qu'en fait c'est une démarche régionale dans laquelle le projet LIFE s'est inscrit. Donc ça a permis de travailler avec les partenaires du LIFE, mais de manière plus globale avec d'autres partenaires de l'agence,
Et évidemment avec les conservatoires botaniques méditerranéens et alpins, puisqu'on est sur 2 zones biogéographiques, la zone méditerranéenne et la zone alpine. Et on prévoit effectivement de faire tout un travail de promotion à la sortie de ce guide et de valorisation qui pourra accompagner la création probable d'une filière sur les espèces locales. Enfin, pour terminer, donc on avait des actions de communication, de sensibilisation et aussi des échanges, comme aujourd'hui d'ailleurs. L'agence a organisé une conférence internationale en 2019 sur 3 journées, ouverte aux gestionnaires d'espaces naturels du bassin méditerranéen, et aussi une 3e journée plutôt ouverte au grand public qui s'intéressait à ce sujet. Des coopérations internationales ont été réalisées, notamment un voyage toujours en 2019 à Valence. Et on organise en décembre une coopération plus retour d'expérience sur le projet à destination des gestionnaires toujours étrangers européens en visio. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter que pour conclure, en fait, vous avez vu, il y a une diversité de supports qui ont été réalisés pour toucher un public assez large, une volonté d'informer et aussi d'engager, d'impliquer avec des chantiers donc pour faire changer les comportements et donc les mentalités, parce qu'en fait, ça va dans les 2 sens et on change les mentalités puis les comportements, mais l'inverse est possible également. Donc on a essayé de toucher une cible large en fonction de son âge, ses loisirs, sa culture, sa catégorie socio-professionnelle, son degré d'appropriation des nouvelles technologies et ses attentes aussi en matière d'information. Voilà, donc c'est vraiment tout cet effort qui a été fait durant le projet. Voilà, merci beaucoup. Pour terminer cette séquence sur les outils de communication et de sensibilisation, on n'a pas parlé d'une action qui est assez importante, qui a été menée, qui est toujours menée en ce moment. Et je vais accueillir pour cela le prochain intervenant, qui est Aurélien Alouche. Parce qu'on m'a donné 10 minutes, et je suis un peu comme le Père Noël, en moins ventripotent, enfin j'espère. Puisque je vous ai apporté essentiellement de bonnes nouvelles, à savoir que le programme LIFE est quand même plutôt bien perçu par la population. Pour ça, je me base sur 2 études qui ont été commandées par le parc des Calanques, vous voyez, je parle vite, en 2020 et en 2022, sur la perception des actions donc, du LIFE. Et là, je vous donne donc les résultats de l'enquête de 2022 qui a eu lieu, donc une enquête par questionnaire, qui a eu lieu entre juillet et septembre 2022 pour 403 questionnaires passés dans les sites, dans 6 calanques. Donc vous voyez la distribution sur la carte. Donc première information et première bonne nouvelle, ce qu'il apparaît quand on interroge les gens et qu'on leur demande s'ils ont connaissance d'actions pour l'environnement qui ont été menées dans les calanques, spontanément, ils citent les actions du programme LIFE que vous voyez apparaître dans des proportions relativement respectables, puisqu'en fait, vous voyez des chiffres qui peuvent apparaître petits, par exemple 6,34. En fait, pour ce type de questions, c'est plutôt un score assez correct, puisqu'en fait, c'est la première action qui leur vient à l'esprit. Donc en fait, les actions du programme LIFE sont perçues, sont connues et impactent publiquement. Très certainement à la suite de tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire ce travail de sensibilisation, de communication et d'information. Donc les informations sont connues, les actions sont connues, pardon, et on peut penser qu'elles ont joué sur une évolution de la perception des plantes endémiques et des espèces exotiques envahissantes, avec une petite faute d'orthographe qu'on n'aurait pas remarqué si je ne l'avais pas fait, mais tant pis. Donc une véritable évolution en 2 ans, donc par rapport à 2020, sur la perception d'espèces endémiques. Celles-ci, des espèces exotiques, celles-ci commencent à perdre leur attrait. C'est-à-dire quand on demande aux personnes de choisir parmi plusieurs plantes lesquelles ils préféraient voir sur le littoral des Calanques, eh bien en fait, significativement, statistiquement, un seuil 5%, significativement, les gens choisissent moins les espèces exotiques parmi leurs plantes préférées, donc beaucoup moins, vous le voyez, les astragales, les griffes de sorcière, la luzerne arborescente et les agaves. Donc significativement, ces plantes qui ont un pouvoir de séduction, on va dire, du public, est en train, petit à petit, de le perdre.
Ce qui nous fait dire que c'est probablement un effet de la sensibilisation, encore que ce ne soit qu'une hypothèse, c'est que le public marseillais, public dont on l'a vu, est beaucoup plus enclin à avoir reçu des contenus de communication et de sensibilisation, et bien ce public-là, significativement, encore une fois, d'un point de vue statistique, se comporte différemment du public non marseillais et se comporte en choisissant significativement moins d'espèces exotiques envahissantes parmi les plantes qu'ils souhaitent voir sur le littoral et davantage de plantes endémiques. Donc plutôt un constat, on va dire, sympathique pour ceux qui ont porté ce programme, donc probablement un effet réel de la sensibilisation, mais néanmoins une route encore longue à parcourir, puisque 70% des sondés, quand on leur demande donc de choisir parmi des plantes lesquelles ils souhaiteraient voir le plus, 70% continuent à choisir au moins une espèce exotique envahissante. Et seulement un tiers des sondés, un sondé sur 3, est capable d'identifier correctement au moins une espèce réellement menacée, de l'identifier comme étant menacée. Donc une route encore longue, mais déjà un chemin parcouru. Il faut ici aussi se prémunir d'un préjugé social qui serait que la bonne connaissance des EEV et des espèces endémiques serait surtout l'affaire de certaines classes sociales ou de certains niveaux d'études, c'est-à-dire l'idée fausse, disons-le tout de suite, que ce serait surtout les classes les plus défavorisées ou les personnes avec un moins bon niveau d'études qui seraient capables d'identifier et d'avoir une connaissance des espèces exotiques. Significativement, la CSP, donc la CSP, vous savez tout ce que ça veut dire, c'est la catégorie socio-professionnelle, la classe stage et le niveau d'études n'ont aucun effet sur la connaissance des plantes, significativement. Ce qui fait que des gens connaissent mieux les plantes exotiques, c'est en fait des variables de pratique du lieu, d'une part, c'est-à-dire la fréquence et l'ancienneté des visites. Si vous venez depuis longtemps ou si vous venez souvent, vous avez une meilleure connaissance des plantes. Ça va paraître simple, mais sérieux. Et la sensibilité écologique. Les gens qui ont une plus forte sensibilité écologique ont une plus forte probabilité de connaître quelles sont les plantes exotiques envahissantes, etc. Donc c'est assez évident, mais il y a quand même des préjugés qu'il faut balayer quand on peut. Donc j'en viens rapidement à l'acceptabilité sociale des actions du LIFE qui ont été testées, en commençant, c'est logiquement, par l'arrachage des espèces exotiques envahissantes. Ce qui apparaît avant tout, c'est qu'il y a un consensus fort. 70% de la population étudiée est favorable à l'arrachage des espèces exotiques envahissantes. 70%, donc un très bon chiffre. Et néanmoins, c'est l'action du LIFE qui l'a moins bien acceptée, ce qui vous donne un ordre d'idée quand même pour les autres actions. Moins bien acceptée avec 17% d'avis défavorables, donc de personnes défavorables à l'arrachage. Et disons-le tout de suite, puisque vous savez, je pense, qu'il y a une petite controverse et une petite mobilisation locale contre l'arrachage, notamment des cactées. Et notamment une pétition qui circule et qui dit que les Marseillais seraient particulièrement attachés aux espèces exotiques envahissantes et particulièrement aux cactées. Ce qu'il apparaît très clairement d'un point de vue statistique, c'est que le désaccord par rapport à l'arrachage n'est pas significativement le fait des Marseillais plutôt que des non-Marseillais. Ou si vous préférez, les Marseillais se comportent comme les non-Marseillais par rapport à l'arrachage. Ce n'est pas un attachement particulier des Marseillais. D'accord ? Toujours pour rebondir sur cette controverse, puisque ça nous était plutôt demandé, on avait soumis dans le questionnaire, avant de présenter les actions d'arrachage aux gens, on leur avait soumis un argument contre l'arrachage des espèces exotiques envahissantes. Argument qui avait été construit à partir justement de textes des pétitions, etc. Cet argument parvient à convaincre à peu près un quart des sondés. Un argument qui au contraire défend l'arrachage en mettant en avant les nécessités de cette action arrive à convaincre 3/4 des sondés. Ce qui donne en fait une estimation de l'espace dans lequel pourrait se déployer la controverse qui est actuellement en lieu sur ces arrachages, cette mobilisation. En gros, cette mobilisation pourrait convaincre environ un quart des visiteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'un quart des visiteurs la rejoindraient. Et ça vous donne un ordre d'importance à peu près de ce que ça représente dans l'espace des visiteurs. Autre action qui fait là vraiment figure de plébiscite, l'aménagement des sentiers, que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin, je pense, de revenir dessus. 90% des sondés étaient favorables à l'aménagement des sentiers. Ce, pour une raison aussi, on peut penser que c'est ça qui les motive, c'est que la surfréquentation et la divagation sont perçues parmi les principales causes de dégradation des calanques. Donc un avis assez favorable à toutes les mesures qui visent à contenir la divagation. Et pour la petite histoire, les potophiles
apparaissent comme l'aménagement le plus cité, en nous faisant remarquer souvent que des poteaux fils sans fil, c'est juste des poteaux, puisque en fait les fils ont tendance à être arrachés. Donc voilà, ça nous est remonté comme information. Et donc vous voyez, hein, on est sur des scores quand même de franc consensus et d'une acceptation assez forte des mesures du LIFE. Autre mesure, j'ai quasiment fini, qui n'est pas une mesure dans le LIFE, mais qui émerge du LIFE pour maintenir les apports de ce dernier. C'est la piétonisation du Cap Croisette. À ma grande surprise, je dois bien le confesser, est extrêmement bien reçu, puisqu'on a 3% seulement d'avis défavorables à la piétonisation du Cap Croisette. Pour s'assurer que ces avis ne sont pas juste des biais méthodologiques et qui sont vraiment solides, on avait soumis aux enquêtés un verbatim, c'est-à-dire un propos, qui défendait l'assouplissement de la piétonisation, et on demandait aux gens de nous donner leur avis sur ce verbatim. Eh bien, seulement 15% des personnes interrogées étaient favorables à un assouplissement de la piétonisation de l'ordre de 1 ou 2 jours par semaine où on pourrait accéder en voiture. Seulement 15% favorables, c'est assez bas, même très bas, donc ça montre qu'on a un vrai consensus et que les gens adhèrent à cette mesure sous la forme qu'elle a réellement. Les variables qui conditionnent ce souhait d'assouplissement, c'est très important de les avoir en tête, c'est l'ancienneté de fréquentation, l'âge et le niveau d'études. L'ancienneté de fréquentation, c'est surtout les personnes qui viennent depuis très longtemps au Cap Croisette, qui sont plutôt, qui ont une plus forte probabilité de vouloir un assouplissement de la mesure. Mais plus important encore, c'est les variables qui ne jouent pas. C'est-à-dire qu'à l'inverse, le lieu de résidence, le fait d'habiter à Marseille ou en dehors de Marseille, la CSP et la sensibilité écologique ne jouent pas sur un souhait d'assouplissement de la mesure. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on va être très très prosaïque, c'est-à-dire que le propos qu'on entend des fois remonter, qui est de nous dire que la piétonisation serait une mesure d'écolo bobo parisien, ben en fait, techniquement, ce qu'on voit, c'est que ça ne touche pas ce genre de public particulièrement. Hein, que vous soyez d'une CSP défavorisée ou au contraire très favorisée, que vous soyez avec une forte sensibilité écologique, vous considériez que la nature est un vaste cendrier, ou que vous habitiez Paris ou Marseille, vous réagissez à peu près pareil à la piétonisation. Donc c'est une mesure qu'on pourrait appeler transpartisane. Elle n'est pas le fait que d'un groupe social qui accepterait cette mesure. C'est important de le dire. Et j'en viens à ma dernière diapo, je vous ai dit que ça passerait vite. Le contingentement. Alors nous, dans notre public, on a à peu près 10% des personnes qui se disent substantiellement lésées par cette mesure. On peut penser que dans la population générale, le chiffre est un peu plus important que 10%, tout simplement parce qu'on ne peut pas interroger les gens qui se seraient vus... qui n'auraient pas pu s'inscrire pour aller à Sugiton et qui du coup ne seraient pas du tout venus dans les calanques. Par définition, on ne peut pas les interroger dans les calanques. Donc on peut penser que c'est légèrement plus de 10%, mais ce n'est dans notre échantillon que 10% de personnes qui ont véritablement été impactées, on va dire, par cette mesure. Mesure qui reçoit un avis aussi très favorable, j'avoue que j'ai été assez étonné. 78% des personnes qui se disent favorables au contingentement et 14% défavorables. Mais le contingentement ne se comporte pas comme les autres actions du LIFE. Ça va être très important et je finirai par là. Les autres actions, on a vu les variables qui influencent la probabilité d'être pour ou contre, ne sont pas des variables sociales. C'est la fréquence, l'ancienneté, le fait de venir souvent, etc. Le contingentement, ça va se passer très différemment. On a deux types de variables qui influencent la position sur le contingentement. Un premier ensemble de variables, c'est l'ancienneté et la fréquence de visite. C'est-à-dire, en gros, les habitués, ceux qui viennent très souvent dans les calanques, ont une plus forte probabilité d'être opposés au contingentement. Et plus important, les grandes variables sociologiques que sont l'âge, le genre, le niveau d'études et la catégorie socio-professionnelle influencent fortement le rapport au contingentement. C'est-à-dire que, si vous voulez, le profil le plus favorable à la mesure, le groupe social globalement, si vous voulez, le profil social qui aura le plus forte chance d'être favorable au contingentement, c'est en gros une personne fortement diplômée, plus probablement un homme, cadre et profession intellectuelle supérieure, entre 35 et 44 ans, et qui a une fréquence épisodique de visite des calanques. C'est-à-dire que ce profil, je pense que vous voyez ce que je veux dire, hein, ce profil-là, ben en fait, ça correspond
on dit en sociologie, au groupe dominant dans la société. Le groupe qui est le plus proche des instances décisionnaires, c'est à peu près ça, cadre sup, fortement diplômé, c'est-à-dire bac plus 5 et plus, 35-44 ans, plutôt un homme. Donc ça, c'est le groupe qui réagit le plus favorablement à cette mesure. Inversement, les groupes les plus, on dira, dominés en sociologie, mais disons plus modestes, sont plus facilement contre le contingentement. En l'état actuel du contingentement, il n'y a pas de clivage social fort, c'est-à-dire vraiment de groupes qui s'opposeraient à d'autres. Mais on peut penser, je vais finir là-dessus, c'est extrêmement important, que si la mesure venait à être amplifiée, je ne dis pas que c'est une idée qui est en cours, je n'en sais rien, mais s'il venait à être décidé d'étendre dans le temps et dans l'espace le contingentement, on peut penser qu'il y aurait une ligne de clivage très forte qui redoublerait les inégalités sociales, c'est-à-dire la façon dont on vit les inégalités sociales, et des groupes se sentiraient désappropriés au profit d'autres groupes qui correspondent beaucoup plus, en fait, au groupe dominant, et il faut bien le dire, au profit sociologique de l'espace décisionnaire, c'est-à-dire des gestionnaires, etc. Donc un véritable risque, pour le coup, d'atteindre la cohérence sociale du public. D'accord ? Donc voilà. J'avais dit que des choses politiques, puis je finis sur un truc un peu plus... Voilà, mais écoutez... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aurélien, pour ce bilan. Et alors, comment ça se passe? C'est que vous faites chacun de votre tour, vous avez 3 actions à chaque fois que c'est à vous. Mais vous pouvez choisir ces 3 actions parmi 5 différentes. Okay, donc, première action que vous pouvez faire, c'est bouger. Vous avez 1, donc dans toutes les directions, sauf en diagonale. Ensuite, vous pouvez venir arracher une plante contre un EPI. Donc, quand vous consommez un EPI, vous le remettez ici. Et la plante, vous la défaussez. Donc là, d'ailleurs, j'ai libéré un espace. Une autre action que vous pouvez faire, vous pouvez regarder vos cartes. Vous avez des graines de plantes protégées. Du calanque. Et avant de les planter, il faut d'abord venir les semer devant vous. Là, quand vous l'avez semée, elle va pousser pendant un tour. Vous pourrez la planter seulement au tour suivant. Okay. Donc, premier tour, par exemple, je me déplace, ça fait une action. Deuxième action, je vais semer une graine. Troisième action, je vais arracher contre un EPI. Voilà. Après, ça passe au suivant. Quand on a fini ces 3 actions, on termine toujours par piocher 2 cartes. Celle-là, tu en fais quoi? Celle que tu as semée? Ouais. Alors, celle que tu as semée, tu pourras la planter dans un espace vide au tour suivant. D'accord? Donc ça, c'est une autre action qui est possible, c'est planter. Et la dernière action que vous pouvez faire, j'ai dit qu'il y en avait 5 différentes, c'est que vous pouvez retourner au camp de base. Et l'objectif, le but, c'est de récupérer des EPI. Quand vous revenez là, vous pouvez prendre 5 EPI. Voilà. Et repartir. Non, ça c'est les EPI. Les graines, c'était cartes là. C'est seulement une action d'arracher. Oui, toi tu dois en avoir 5 au démarrage. T'en as combien là? T'en as aucun? T'en as pas, donc 5 EPI pour démarrer. Et celle-là, je l'ai prise avec vous. Donc, à chaque fois qu'on joue, qu'on pose des cartes, après on en repioche 2. Donc on repioche à chaque fois 2 cartes. Et à chaque tour, vous avez 3 actions. On va finir. Je relance une partie et c'est là qu'il y a les questions. C'est ça. Et donc là, après, vous allez répondre à une nouvelle question sur une nouvelle espèce qui va ensuite débloquer l'espèce dans la salle des trucs. Ça, j'avais pas continué. Donc là, il faudrait que je relance une partie. C'est ça. Il faut relancer une partie. Je ferme là. On peut fermer aussi. Ici. Et rejoue. Et on rejoue. Voilà. Est-ce que quand je fais un geste trop brusque pour aller trop à gauche, ça me fait des points négatifs? Non. Non, parce que c'est le décor en fait, sur la droite. Donc là, on voit par exemple, vous avez marché un petit peu sur leur sentier. Ça a retiré quelques PV. Ah oui, j'ai marché. Mais pourquoi il faut sauter les sentiers? Non, il y a des moments où vous n'avez pas le choix justement pour... voilà, donc c'est aussi pour pousser le joueur à la défaite, pour répondre aux questions. Mais on n'a pas le droit de marcher sur leur sentier. J'aurais dû anticiper et changer avant le ou sentier. sauter au-dessus de l'obstacle pour éviter d'aller... D'accord. Voilà.
Bah vas-y si tu veux là. Donc on est étudiants qui ont participé avec toi dans la création de ce jeu mobile. Ok. Donc, sur les calendes. Donc je joue là, c'est ça? Oui, oui, oui. Je peux m'asseoir? Tout à fait, bien sûr. Faut que je l'aide ou faut que je le fasse aller sur le change par exemple? C'est ça. Le but c'est de récupérer les pièces et de ne pas aller sur leur sentier. Comme ça, typiquement là vous êtes sur leur sentier. Et d'esquiver, soit d'esquiver, soit de sauter les obstacles. Alors il y a des obstacles comme les gros rochers, celui-là vous ne pourrez pas le sauter. Ah, voilà, il y aura une mort instantanée. Donc là vous pouvez en fait rentrer vos pseudo pour l'instant. Du coup et après vous aurez accès directement à la question vous permettra ou pas d'obtenir une plante. Je serait plus simple pour vous aider, excusez-moi. Ça c'est pas censé apparaître. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer en fait sur ça. Là, c'est la question. Il faudra faire un clic et aller sur la droite. Sur la gauche. Avec la souris, je me dirige là. Avec un clic, il faut juste cliquer et indiquer le pouce. D'accord. Aïe, je me suis fait mal là. Il faut cliquer au milieu de l'écran. En fait, j'arrive pas à aller. En fait, là, vous avez votre écran. J'ai sauté. Voilà, il faut considérer que c'est. Donc, soit pour sauter, vous pouvez donc, faire un clic. Voilà, on va aller à droite à gauche, il faut soigner en fait en temps. Donc, du coup, le but c'est tout simple, c'est de faire le plus grand score possible. Ah oui, En fait, il faut cliquer à partir du milieu de l'écran. En fait, il faut considérer que cette case-là, c'est notre écran téléphonique. Donc, la mort instantanée par le buisson. Mais vous pouvez quand même rentrer votre... Ah non, je veux pas me faire connaître. Donc tous les cystes, c'est vrai qu'on y est quand même aussi pas mal attaché. Montpellier, cyste à feuilles de saule, le cyste cotonneux, parce que forcément ça fait des belles fleurs. Hein, on les voit tous dans la garrigue quand on va se promener, les fleurs de cyste cotonneux, hein, les belles fleurs roses, violettes, parce qu'aussi elles sont très grandes pour le coup. Même les feuilles du cyste de Montpellier qui sont blanches, hein, elles colorent vraiment la garrigue, c'est magnifique. Et ces fleurs donc qui vont avoir tendance à attirer justement quel type de pollinisateurs à votre avis? Donc on a des feuilles qui vont être des pétales qui vont être très larges plutôt, donc on va avoir une grande surface. En fait ça va jouer comme une piste d'atterrissage, justement ces grandes fleurs, pour surtout les coléoptères. Et donc voilà, super intéressant. C'est vrai que c'est des plantes qui sont, voilà, on parlait du côté émotionnel, qui sont quand même très appréciées. Non, ça dépend. Des fois, les usages, ça dépend. Comme c'est qui tout double, j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, après une partie de pêche fructueuse au Mugel, vous décidez de griller le poisson fraîchement attrapé et organiser un barbecue sauvage sur le site. Pour les gens qui aiment j'adore. Eh oui, bah, je suis désolée. Mon poisson, il était frais. Voilà. Donc, vous retirez de la fresque. Normalement, une plante, un animal. On a presque des animaux. Mais on va retirer juste un animal. Mais quand même moins de. Voilà. Vous pouvez retirer l'animal. Allez. Allez, fun. Vous voulez choisir ça? Moi, je peux voir ça. Si vous voulez, vous choisissez. Le petit faucon, la mésange. On n'a pas pris d'animaux. La mésange. C'est les haies, c'est quoi? Ouais, moi je dirais c'est la ligne bosquée, la garrigue. Savoir plus? Attends, pardon. Sur la sociologie des habitants ou sur, pas sur la sociologie, mais en tout cas, des informations qu'on aurait besoin de savoir dans le cadre de notre mission de communication. Bon, ben là, en l'occurrence, on va dire que je me dis, tiens, ça m'intéresse de savoir comment ça joue les gens, même si j'ai une petite idée. Attendez, là, je vais la relancer, parce qu'il n'y en a que 2 qui ont répondu. Alors, attendez. D'accord. Je vais être obligé d'aller à 0 et je relance. Voilà. Dans le bouche à oreille, n'est-ce pas spécial?
Voilà, ça peut être aussi un moyen d'évaluer les stratégies de communication pour savoir comment les gens sont venus sur une manifestation publique qu'on a eue, si c'est les réseaux sociaux qui ont marché, si c'est les oreilles, si c'est les véhicules, quoi.